Bonjour à tous. Camille Lanty-Riopel, étudiante à la maîtrise qui finit bientôt. C'est ce que je dis devant ma superviseure qui est juste ici, et avocate. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui d'accommodement en milieu de travail pour le Québec, le portrait de la jurisprudence. Donc, qu'est-ce qui arrive de ces cas d'accommodement qui se passent pas toujours bien et dont les décideurs québécois sont saisis pour décider que fera-t-on? Est-ce qu'on aura un accommodement et souvent un retour au travail ou est-ce que ce lien d'emploi-là est mis en péril? Donc, voici rapidement là, un plan de cette présentation qu'on fera rapidement puisque je sens qu'on manque de temps. Ici, je vous mets les questions de recherche en général. Je me suis notamment intéressée à la littérature scientifique sur le retour au travail, donc la psychologie organisationnelle et la gestion des incapacités, mais j'ai surtout voulu intégrer les enseignements juridiques sur l'accommodement au travail dans la perspective de que se passe-t-il dans les milieux de travail et que peut nous apprendre la jurisprudence des tribunaux administratifs québécois qui sont saisis des litiges qui concernent l'accommodement pour les travailleurs au prix avec un handicap et puis plus spécifiquement en matière de santé mentale. Bon, un bref aperçu du cadre légal applicable au Québec. Bon, on le sait, la discrimination fondée sur le handicap est illégale et le handicap a une forme assez large quand même en droit québécois-canadien. Ça peut résulter d'une limitation physique ou mentale, d'une affectation, d'une construction sociale, de la perception de ces limitations-là ou encore une combinaison de tous ces facteurs-là. Donc, en regardant l'ensemble des circonstances, on peut déterminer si une personne est affectée d'un handicap et a donc doit donc bénéficier du droit à l'égalité et de certaines choses, notamment l'accommodement. Donc, ce faisant, l'employeur a le devoir d'accommoder une personne handicapée jusqu'à l'atteinte de la contrainte excessive. Et ce qui crée donc des exigences professionnelles justifiées. On peut justifier une certaine exigence en disant que, bon, elle rencontre certains critères définis par des décisions qui donc, excusez-moi, qui font en sorte donc que tant qu'on n'a pas atteint la contrainte excessive, il faut mettre en place des accommodements. Par ailleurs, l'information médicale qu'un employeur pourrait recueillir ne doit pas être utilisée pour embaucher le candidat idéal. Ainsi, au Québec, c'est véritablement un enjeu, les questionnaires médicaux, parce que les employeurs vont beaucoup plus loin que dans d'autres juridictions pour essayer de mettre de côté des travailleurs qui ont des lésions psychologiques ou physiques antérieures. Donc, il faut faire attention de ne pas chercher le candidat en parfaite santé qui a donc le moins de chances d'absentéisme. Toutefois, l'envers de la médaille, c'est qu'il faut prouver, surtout dans les cas d'absentéisme de longue durée ou récurrent, que la personne est en mesure de reprendre son travail dans un avenir prévisible. Et ça, c'est assez difficile à définir parce que qu'est-ce que son travail versus un autre travail ou un travail accommodé et jusqu'à quel point peut-il être accommodé ce travail-là? Et qu'est-ce que l'avenir prévisible quand on voit des expertises médicales qui se fondent avant tout sur le pronostic de rechute des symptômes de la maladie qui peuvent mener ou non à des arrêts de travail. Donc là, on mêle beaucoup le juridique et le médical, ce qui rend la tâche extrêmement difficile pour les décideurs. 3 tribunaux sont impliqués principalement dans les litiges en accommodement pour le travail. Les arbitres de grief, donc, qui sont dans les milieux syndiqués. Le tribunal administratif du travail, dont 2 divisions nous intéressent particulièrement ici. La division des relations du travail, donc les normes du travail, notamment quant au droit de congédiement
fondée sur certains droits protégés par les normes, ainsi que le congédiement sans cause juste et suffisante. Et de l'autre division, la santé et sécurité du travail, qui est en révision des décisions de la CNESST pour l'indemnisation des personnes ayant des accidents de travail ou encore une lésion psychologique due au travail. Dans ce cas-ci, je vous mentionne tout de suite que j'ai exclu les décisions en santé et sécurité du travail justement à cause de cet arrêt dont on parlait plus tôt, Caron en 2018, qui est venu confirmer, en fait, dire tout simplement aux Québécois, et oui, appliquer donc le devoir d'accommodement au Québec, même dans le processus de la CNESST. Et donc, le droit était assez flou jusque-là. Il faudra faire une étude plus poussée sur cette question-là, sur maintenant comment intègre-t-on cette obligation d'accommodement dans le processus de la CNESST. Finalement, le Tribunal des droits de la personne et de la jeunesse a une juridiction très limitée sur les enjeux en droit du travail dans le cadre de la relation d'emploi et donc, dans une moindre mesure, peut intervenir sur l'accommodement en cours d'emploi. Je vous passe rapidement à ma méthodologie. J'ai regardé des décisions entre 2010 et 2018 québécoises où on discutait de l'accommodement dans le cadre de la relation d'emploi. Et j'ai fait une analyse du discours des juges administratifs sur justement qu'est-ce que l'accommodement raisonnable pour une personne souffrant d'un problème de santé mentale. Je viens de vous parler de l'exclusion de la division santé et sécurité du tribunal administratif du travail et j'ai aussi exclu les cas de dépendance parce qu'il y a d'autres enjeux légaux que l'accommodement, notamment des enjeux d'entente avec l'employeur qui font naître d'autres obligations pour l'employeur et pour le salarié. Je vous fais une brève ligne du temps là, de comment est-ce qu'on se rend à avoir un litige qui devrait être décidé entre le problème de santé mentale qui mène généralement à un arrêt de travail ou des arrêts de travail, qui peut être suivi d'un congédiement dans ce cas-là d'absentéisme trop long ou trop fréquent, ou encore d'une demande d'accommodement en cours d'emploi. Et là, une fois que le litige est porté devant les tribunaux, c'est aussi là où, dans bien des cas, la demande d'accommodement sera formulée pour la première fois, notamment dans les cas où on n'a pas eu de retour au travail et on n'a pas encore mis en place des mesures d'accommodement. La réponse de l'employeur à cette demande d'accommodement-là est cruciale parce qu'elle est généralement négative. Et donc, c'est là où on fera l'évaluation de quel était le devoir de l'employeur d'accommoder et jusqu'où devait-il accommoder, où est la contrainte excessive pour cet employeur-là. Je vous fais un portrait rapide des décisions entre 2010 et 2018 pour ces trois tribunaux-là. Vous voyez 69 décisions, à peu près 40 femmes, pas 40 des femmes, excusez-moi, 43 femmes, 26 hommes, la majorité en arbitrage de grief. J'ai calculé, donc 36 acceptés même partiellement ici en arbitrage, qui n'est pas un si haut pourcentage, parce que ce que je calcule, c'est aussi des décisions où on a réintégré une personne, mais on n'a pas mis en place des mesures d'accommodement. Du moins, le tribunal n'en a pas forcé. Et donc, on est incertain sur la situation de l'accommodement pour cette personne-là. Ainsi, les résultats, c'est que 85 des décisions sont rendues par des arbitres, donc dans des milieux de travail syndiqués. La plupart des cas sont d'ailleurs des congédiements en raison d'un absentéisme fréquent ou de longue durée, et qu'il y a peu de types d'accommodements qui sont considérés outre la tolérance de l'absentéisme. Donc, peu de mesures de retour au travail progressif ou encore de retour au travail à temps partiel de façon permanente. Il y a très, très peu de cas de cet effet-là. Et ça me fait questionner beaucoup sur la capacité d'une personne à reprendre le travail à temps plein dans un avenir prévisible. Est-ce que ce ne serait pas ça le critère? Parce que dans la majorité des cas où les gens ne pouvaient pas revenir à temps plein alors qu'ils travaillaient déjà à temps plein, on n'a pas nécessairement considéré comme un accommodement raisonnable le fait de permettre à cette personne-là de reprendre sa prestation de travail uniquement à temps partiel. Et donc, ces gens-là ont perdu la capacité ont perdu leur lien d'emploi alors qu'ils pouvaient avoir encore une capacité d'exercer leurs fonctions. Mais il a été décidé que ces personnes-là
présentait un trop lourd fardeau, donc la contrainte excessive pour l'employeur. Un bref aperçu des principales raisons du refus d'accommodement. Bon, évidemment, l'incapacité de reprendre le travail dans l'avenir prévisible ou de réduire son absentéisme dans un avenir prévisible, où là se mêlent beaucoup les aspects médicaux, donc sur le pronostic de la maladie de la personne, et donc ces aspects-là qui doivent être considérés par un décideur qui a une formation avant tout juridique et qui se retrouve à apprendre au fil de ces... Parce que au final, ce que j'ai regardé principalement, ce sont les décisions en arbitrage. Ces décideurs-là, qui ont une formation juridique, se trouvent à apprendre à propos du médical au fur et à mesure qu'ils entendent des causes, qu'ils entendent des experts témoigner, qui sont psychiatres, qui sont psychologues, et donc ils n'ont pas de bagage médical à cet égard-là. Le fait de répondre de façon incomplète ou fausse à des questionnaires médicaux peut aussi causer la fin du lien d'emploi. Et il n'y aura pas d'accommodement dans cette situation-là. Donc, il faut dévoiler ses limitations fonctionnelles, bien qu'on n'ait pas l'obligation de dévoiler son diagnostic. Si on ne le dévoile pas, on s'expose à ça si l'employeur peut faire la preuve que c'était une information nécessaire pour déterminer son consentement à établir la relation d'emploi. Donc, oui, effectivement, il faut dévoiler les limitations fonctionnelles pour bénéficier de l'accommodement. On ne peut pas le faire après coup. Et le manque de collaboration de la personne à l'emploi dans le processus d'accommodement a aussi été jugé négativement. Et cette collaboration-là peut aller jusqu'à accepter un plan de traitement. Il y a une décision, notamment, où on a jugé que puisque la personne refusait de prendre des médicaments, elle ne pouvait pas maintenir son lien d'emploi, ce qui est assez fort comme décision juridique de dire qu'on peut imposer à une personne de suivre un traitement pour pouvoir maintenir son lien d'emploi. Et puis, bon, le fait d'avoir des conditions de santé multiples a mené beaucoup de décideurs à renverser le fardeau et à dire qu'il appartenait aux salariés de prouver qu'il était en mesure d'améliorer son présentéisme. Et là, il fait face à des expertises médicales qui disent qu'il y a un pronostic de rechute de sa maladie et de ses symptômes. Et donc, c'est un lourd fardeau, une côte très haute à remonter pour un salarié pour faire cette preuve-là. Les principales raisons qui mènent à un accommodement, l'employeur n'a pas fait la preuve de l'incapacité de reprendre le retour au travail ou le syndicat a fait la preuve de cette capacité-là en arbitrage de grief. Il y a des efforts insuffisants d'accommodement qui ont été faits. Donc, notamment dans les entreprises de grande taille, l'employeur doit mettre en place beaucoup plus de mesures, tenter toutes sortes d'accommodements, permettre le retour au travail progressif, permettre des charges de travail diminuées et donc assume un plus lourd fardeau qu'une petite entreprise, par exemple, qui aurait quelques employés et qui ne pourrait pas se permettre d'avoir une personne qui ne fait pas l'ensemble des tâches requises. Et par ailleurs, la manque de collaboration de l'employeur au processus d'accommodement, notamment en refusant un plan d'accommodement très clairement établi, par exemple avec un assureur, pourrait jouer contre lui et faire en sorte qu'il n'atteint pas sa contrainte excessive et qu'il doive réintégrer le travailleur. Les limites de cette recherche-là, c'est certainement que ça prend seulement en compte le discours officiel sous un angle juridique où on analyse la situation, les faits, d'un point de vue qu'est-ce qui est utile juridiquement et aussi du point de vue de l'arbitre qui regarde cette situation-là, qui entend les deux parties, ainsi que souvent des experts sur la question. Ça ne nous permet pas non plus de voir les cas d'accommodement réussis. Donc, on ne voit pas les cas où les gens s'entendent au quotidien, où les syndicats interviennent, par exemple, et mettent en place toutes sortes de mécanismes ou encore font la recherche pour un poste accommodé pour cette personne-là. On ne voit pas non plus les règlements en cours et les négociations qui peuvent mener, par exemple, à l'octroi d'une somme d'argent à la place d'un retour au travail. Ou encore d'une rétrogradation, etc., en lieu d'accommodement en bonne et due forme. Et on n'a aucune information au sujet des personnes qui ne font pas appel au recours juridique.
Par ailleurs, je tiens à souligner qu'avec 85 des décisions en arbitrage de grief, on a définitivement une sous-représentation des personnes non syndiquées dans cette recherche-là. Il y a des conséquences assez importantes aussi. C'est qu'on définit mal qu'est-ce que c'est la portée de l'accommodement juridique en regardant, puisqu'on est forcé de regarder surtout des cas de tolérance d'absentéisme. Et donc, on ne définit pas bien qu'est-ce que c'est que le retour au travail progressif, qu'est-ce que ça pourrait permettre pour les travailleurs. Et puis, bon, l'incapacité de reprendre le travail à temps plein, c'est certainement un frein au maintien du lien d'emploi pour beaucoup de travailleurs. Sur ce, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe aussi pour son support et l'inspiration que ça apporte aux jeunes chercheurs. Merci. Merci.